Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc, on va regarder la fiche 5, on va parler un peu donc, de la concurrence pure et parfaite et aussi donc, du monopole, la concurrence monopolistique aussi. Donc, il n'y a pas assez de personnes connectées encore, donc on va regarder l'exercice. Je comprends, hein, l'heure est assez difficile quand même pour des gens de se trouver à la maison ou bien de pouvoir, je comprends, donc il n'y a pas de souci. Parce que les sessions précédentes, c'est à 14 h qu'on le faisait, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus nombreux, quoi. OK, alors l'exercice 1. L'exercice 1 nous parle vraiment donc de la production de produits agricoles. Donc, c'est vraiment la concurrence pure et parfaite qu'on va essayer de regarder si vraiment la firme va produire ou bien si elle va quitter l'industrie. Donc, c'est essentiellement ça qu'on va regarder encore ici. Donc, on nous dit que la production de produits agricoles comme le blé est l'un des rares exemples du secteur parfaitement concurrentiel. Et dans cet exercice, nous analysons les résultats d'une étude publiée par le département américain de l'agriculture sur la production de blé aux États-Unis en 2013. Donc, petit 1, on nous dit que le coût variable moyen par acre planté de blé était de 127 $ par acre. En supposant un rendement de 44 boisseaux par acre, calculez le coût variable moyen par boisseau de blé. OK. Alors, donc, c'est 44 boisseaux par acre. On connaît le coût total donc, par acre. Donc, si on veut vraiment le coût par boisseau, ben, il faut diviser 127 $ par 44. Donc, puisque le rendement est de 44 boisseaux par acre, donc nous savons que la production de 44 boisseaux de blé est associée à un coût variable moyen de 125 $. Ainsi, la production de 1 boisseau de blé est associée à un coût variable moyen de 2,89 $, donc le boisseau, donc en faisant cette division. OK. C'est parfait. Alors, la question petit 2. Petit 2, on nous dit que le prix moyen du blé reçu par un agriculteur en 2013 était de 7,58 le boisseau. Okay. Alors, pensez-vous qu'une ferme représentative, une firme représentative ou bien une ferme donc, représentative serait retirée du marché à court terme? Justifié. OK, bon. On va constater que le prix est supérieur au coût variable moyen. Donc, il n'y a pas lieu de fermer comme dans la fiche précédente. En tant que le prix est au-delà donc, du coût variable moyen ou bien le coût total moyen, on a tout intérêt à produire. Okay. Donc, nous ne nous attendions pas à ce que la firme moyenne ait quitté l'industrie à court terme parce que le prix reçu pour le blé, donc 7,58 $ le blé, le boisseau, était supérieur au coût de production variable moyen, qui est de 2,89 $. OK? Alors donc, dans la question 3 maintenant, on va nous mettre dans un contexte donné. On nous dit qu'avec un rendement de 44 boisseaux de blé par acre, le coût total moyen par exploitation était de 4,8 $ le boisseau. Okay? Le coût était de 4,8 et il y avait 44 boisseaux de blé par acre. Et la superficie récoltée aux États-Unis a augmenté donc de 242 000 en 2010 à 306 000 en 2013. En utilisant les informations sur les prix et les coûts ici et dans les parties 1 et 2, et expliquer comment cela a pu se produire, c'est-à-dire comment on pouvait observer une augmentation donc de la surface d'exploitation donc de 2010 à 2013, okay, avec les informations qui sont fournies. En fait, c'est simplement parce que la production de blé a pu augmenter parce que, voilà, assurément le prix en 2010 est supérieur à 4,8. Donc, si la production a augmenté, soit il y avait des nouvelles industries qui sont entrées ou que la firme représentative a augmenté sa superficie cultivable parce que la production est rentable. Si elle est rentable, alors on augmente sa production. Si elle n'était pas rentable, on allait quitter. Ou bien que d'autres firmes allaient quitter, donc la production allait baisser. C'est juste ça la raison. Donc là, on dit la firme représentative augmenterait la production de blé et davantage d'exploitations seraient entrées dans l'industrie à long terme parce que le prix reçu par boisseau était supérieur au coût total moyen de production. Donc, la firme récoltait un profit économique
en fonctionnant. Okay? Donc, l'augmentation de la superficie devrait être entendue après 2010, c'est-à-dire en 2013. Et là, on donne effectivement cette information selon laquelle que, effectivement, en 2010, le prix était de 5,8, okay, qui était supérieur à 4,8. Donc, il y avait vraiment du profit à se faire vraiment donc, dans l'industrie agricole. Alors, le petit 4, oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Oui. C'est-à-dire que la question était d'expliquer pourquoi on devrait, enfin, comment on a pu observer cette augmentation de la superficie cultivée ou bien de l'espace cultivable. C'est simplement parce que le prix qui était pratiqué donc en 2010 est supérieur au coût total moyen. C'est la raison pour laquelle on a pu observer donc une augmentation de la surface cultivable. Si tel n'était pas le cas, oui, parce qu'on a un profit, c'est pour ça qu'on a augmenté la production. Exactement. Si tel n'était pas le cas, il y a des entreprises qui allaient fermer ou bien on allait diminuer même la surface qui est produite. Okay. C'est ça. Mais par exemple, dans un exemple, si j'avais répondu juste parce qu'on a un profit, ça allait être correct? C'est ça, c'est juste ça. Ok, parfait, merci. Alors, d'après les informations ci-dessus, que pensez-vous qu'il arrivera à la production de blé et au prix après 2013? Donc, en supposant que le coût de la production de blé reste relativement constant, avec des prix supérieurs au coût de production moyen, on s'attendrait à plus d'agriculteurs pour entrer sur le marché du blé et donc une augmentation de la surface du blé. Nous devrions voir la quantité de blé récolté augmenter. Donc, encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le prix va baisser parce qu'il y aura tellement donc de vendeurs que le prix va baisser pour atteindre donc le coût, les 4,8. Et à ce moment, les gens ne seront plus incités à entrer. Donc, on serait vraiment dans une situation où ce ne sera plus attrayant. Alors, l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est vraiment donc de la différenciation donc, du bien. Une sorte donc de monopole. Et on essaie de catégoriser les biens pour pouvoir avoir tous les clients possibles. Donc, c'est vraiment le cinéma de College Town qui vend ses tickets à deux types de clients. Donc, il y a les étudiants et les professeurs. Bon, je vais faire une petite erreur. Donc, il y a 900 étudiants et 100 professeurs dans la ville. Et chaque élève est prêt à payer, chaque étudiant, bien entendu, est prêt à payer un ticket de cinéma à 5 $, alors que chaque professeur est prêt à payer pour un ticket de cinéma à 10 $. Donc, chacun n'achètera qu'un seul ticket. Le coût marginal par salle de cinéma pour l'organisateur est constant à 3 $. Donc, à chaque client qui est entré, il va dépenser 3 $. Supposons que c'est vraiment le coût d'une chaise ou bien, je ne sais pas. Et il n'y a pas de coût fixe. Il n'y a pas de coût fixe, donc il y a un coût marginal qui est de 3 $ pour tous les clients. Alors, petit 1, supposons que le cinéma ne puisse pas faire la discrimination de prix entre les étudiants et les professeurs. Si le cinéma facture 5 $, combien vont acheter des tickets et quel sera le profit du cinéma? Quel est le surplus du consommateur? Bon, si le prix est facturé à 5 $, c'est sûr que les étudiants aussi peuvent l'acheter parce qu'ils sont prêts à acheter les tickets à 5 $. Si le prix est facturé à 5 $, c'est sûr que les professeurs aussi peuvent l'acheter parce qu'ils sont prêts à l'acheter jusqu'à 10 $. Donc, finalement, tout le monde va pouvoir acheter le ticket. Donc, le cinéma vendra 1000 tickets. Donc, si le cinéma facture 5 $, les étudiants et les professeurs achèteront des billets, donc ce sera 1000 clients. Donc, 1000 clients fois 5 $, ça fait 5 000 $ de recettes, moins les coûts. Les coûts, c'est 3 $ par personne, donc ça fait 3 000 $ de coûts. Donc, ça fait 2 000 $ de bénéfices. Et les étudiants ne connaîtront pas d'excédent de consommation parce que le prêt à payer, c'est 5 $, ils payent 5 $. Donc, leur surplus, c'est zéro, alors que les professeurs ont un surplus vraiment de 5 $ chacun. Donc, 5 $ fois 900, ça fait combien? Non, ils sont au nombre de 100, pardon. 5 $ fois 100, 100 professeurs, donc ça fait 500 $.
de surplus pour les consommateurs. OK. Alors, la question petit 2, c'est que si le cinéma facture 10 $, combien achèteront les tickets et à quel prix? Quel sera le profit du cinéma? Quel est le surplus du consommateur? Ben, si le facture à 10 $, c'est clair que les étudiants ne pourront pas, donc seuls les professeurs pourront l'acheter. Et le surplus normalement des consommateurs sera de 0 parce que tout le surplus des professeurs est retiré et les étudiants n'ont pas du tout de surplus parce qu'ils n'ont pas pu consommer le bien. Donc, le surplus est nul pour les consommateurs. Et le profit pour le propriétaire donc, du cinéma serait que, en fait, d'abord, ses recettes, il va vendre seulement aux professeurs. Donc, 100 fois 10, ça fait 1000 $ de recettes et 3 $ de coûts par professeur. Donc, ça fait 300 $ au total. Donc, 1000 $ moins 300 $, ça fait 700 $ de bénéfice. Donc, puisque le coût de chaque billet est de 3 $, son bénéfice est de 7 $ par billet pour un bénéfice total donc de 700 $. Donc, les étudiants ne connaissent pas de surplus de consommateurs car ils ne vont pas acheter les billets. Chacun des 100 professeurs ne connaît aucun surplus de consommateurs puisque le prix est égal à leur volonté à payer. Donc, le surplus du consommateur est donc de 0 $. OK. Donc, ici, on voit que le surplus du consommateur est de 500 $. Le bénéfice est de 2000 $, alors qu'ici, le bénéfice est de 700 et le surplus est de 0. Alors, la question petit 3 maintenant, donc on va essayer de faire une certaine catégorisation donc, des tickets. Donc, supposons maintenant que le cinéma puisse pratiquer une discrimination de prix entre étudiants et professeurs en exigeant des étudiants de présenter leur carte d'étudiant. Okay? Donc, on dit que le prix, c'est à 10 $, mais si vous êtes étudiant, on vous le fait à 5 $. Donc, à condition que vous présentez votre carte d'étudiant. Donc, si le cinéma facture aux étudiants 5 $ et aux professeurs 10 $, quel profit fera le cinéma et quel sera le surplus du consommateur? Bien entendu, le surplus du consommateur sera toujours donc de 0 parce que tout le monde va payer vraiment son membre. Sauf que ici, le cinéma va faire du profit de 2 $ sur les étudiants et de 7 $ sur les professeurs. Donc, 700 $ sur les professeurs et 2 $ fois 900 étudiants, ça fait 1800. Donc, 1800 plus 700, ça fait 2500 $. Donc, le profit total serait de 2500 $ pour l'organisateur et puis le surplus des consommateurs sera de 0. OK. Donc, c'est un peu juste pour montrer un peu l'avantage vraiment donc de faire une différenciation donc du produit ou bien du prix, de sorte que tout le monde puisse acheter. Donc, pour le même bien, vous pouvez juste changer un peu l'étiquette, changer un peu le design, et puis les pauvres vont pouvoir se procurer, c'est bien les riches aussi vont pouvoir se procurer ce qui leur convient aussi. Donc, c'est ça. Et puis, on gagne sur tout le monde. L'exercice 3. On nous dit que on va prendre donc deux entreprises, une entreprise donc de fabrication donc de diamants. Donc, c'est deux bières et qui est un monopole qui pratique un prix unique sur le marché des diamants. Donc, deux bières compte 5 clients potentiels. Donc, il y a Raquel, Jackie, Joanne, Mia et Sophia. Chacun de ces clients achètera au plus un diamant. Chacun achètera au plus un diamant. Et seulement si le prix est égal ou inférieur à sa volonté de payer. Okay? Et la volonté de payer de Raquel est de 400, celle de Jackie est de 300, celle de Joanne c'est 200, celle de Mia 100 $ et Sophia n'a aucune volonté à payer, c'est 0 $. Donc le coût marginal par diamant de l'entreprise de Biers est de 100 $. Donc pour chaque diamant produit, donc, il dépense 100 $ pour le faire. Donc cela conduit à la liste de demandes de diamants indiquée dans le tableau suivant. Donc si le prix est de 500 $, il n'y a personne qui soit en mesure de l'acheter. OK.
Si le prix est de 400 $, il y a au moins une personne, c'est Raquel. Si le prix est de 300 $, ben, Jackie aussi est prêt à l'acheter, Raquel aussi peut l'acheter. Si le prix est de 200 $, Joanne peut l'acheter, Jackie peut l'acheter, Raquel peut l'acheter, ainsi de suite. Donc, calculer le revenu total de l'entreprise et son revenu marginal. Tracer la courbe de demande et la courbe de revenus marginaux. Donc ici, il suffit juste donc de calculer le revenu en multipliant ça par ça. Ça, c'est la recette. Donc, vous mettez ça ici. Donc, 1 fois 4, 3 fois 2, 200 fois 3, 100 fois 4, ça fait 400. Et le revenu marginal. Donc, le revenu marginal, c'est vraiment le surplus de revenus que vous avez en augmentant donc votre production d'une unité. Donc, de 0 à 1, vous avez augmenté une unité, le revenu est passé de 0 à 400. Donc, le revenu marginal de 400. Donc, de 1 à 2, maintenant, le revenu est passé de 400 à 200, à 600. Donc, il y a un surplus de 200 $. De 2 à 3, le revenu est passé de 600 à 600. Donc, il y a un surplus de 0. Donc, le revenu marginal est de 0. De 3 à 4, vous avez un revenu de 400. Donc, il y a une perte de 200. De 4 à 5, c'est passé de 400 à 0. Vous avez une perte de 400. Donc, c'est ça le revenu marginal. Et là, vous pouvez tracer maintenant donc, la courbe de revenu marginal en fonction donc, de la quantité 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et la courbe de demande, bon, la demande, c'est vraiment ça. Pour 500 $, c'est 0. 400 $, c'est 1. 300 $, c'est 2. 200 $, c'est 3. 100 $, c'est 4. Et 0 $, c'est 5. Donc là, ça c'est la courbe de demande, ça c'est la courbe de revenu. Le coût marginal est constant, c'est 100 $. OK. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, on nous dit d'expliquer pourquoi l'entreprise fait face à une courbe de demande décroissante. Bon, normalement, cette question, c'est un peu la trouver vraiment bizarre. Oui, parce que la courbe de demande est toujours décroissante. Sauf que il faut arriver à comprendre ici que la courbe de demande sur tout le marché est décroissante. Mais ça ne veut pas dire que la demande face à laquelle une entreprise, la demande à laquelle fait face une entreprise est toujours décroissante. Okay, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez être nombreux sur le marché. C'est-à-dire que si vous êtes 1000 entreprises sur le marché et qu'il y a 1000 clients sur le marché, donc la demande de ces 1000 clients est décroissante. C'est ça ce que ça veut dire, sur le marché. Sauf que vous n'êtes pas la seule entreprise sur le marché. Donc, la demande face à laquelle, à laquelle vous faites face n'est pas nécessairement toute la demande du marché parce que vous répartissez les clients. Donc, vous seul, vous ne prendrez pas tous les clients. Mais dans la situation où vous êtes la seule entreprise sur le marché, toute la demande du marché, c'est comme votre demande. Parce que l'entreprise est le seul producteur de diamants, donc sa courbe de demande est donc celle du marché. Ce qui fait que, vu que la courbe de demande du marché est toujours décroissante, alors donc la demande donc, de l'entreprise sera décroissante. Okay? La demande à laquelle fait face l'entreprise sera décroissante. C'est juste une question, je ne sais pas, qui vient juste pour faire sortir cette nuance. Petit 3, on dit expliquer pourquoi le revenu marginal d'une vente supplémentaire de diamant est inférieur au prix du diamant. Expliquer pourquoi le revenu marginal d'une vente supplémentaire de diamant est inférieur au prix du diamant. Donc, si l'entreprise abaisse suffisamment le prix pour vendre un diamant de plus, elle gagne un revenu supplémentaire égal au prix de ce diamant supplémentaire. C'est l'effet quantité. Mais il y a aussi un effet prix. Abaisser le prix signifie que l'entreprise doit également baisser le prix de tous les autres diamants, ce qui diminue le revenu. Ainsi, le revenu marginal de la vente d'un diamant supplémentaire est inférieur au prix auquel le diamant supplémentaire peut être vendu. Je ne sais pas si c'est vraiment clair pour tout le monde. Hein?
ici. Donc, quand vous prenez le prix, le revenu marginal, ici, c'est 400, 300, le revenu marginal, c'est 200, le prix, c'est 200, le revenu marginal, c'est 0, le prix, c'est 100, le revenu marginal, c'est moins 200. Donc, à un moment donné, quand vous baissez le prix, vous commencez à faire même des pertes. C'est-à-dire que ce que vous gagnez de plus en baissant le prix va être toujours plus petit que, en tout cas, est toujours plus petit que le prix auquel vous vendez. Voilà, donc l'explication est claire, c'est juste que, bon, voilà quoi. Si vous vendez le bien à 1000 $ et que vous avez juste un client et que vous voulez gagner un autre client, mais lui, il veut l'acheter juste à 500 $, mais si vous lui vendez à 500 $, vous devez vendre à l'autre aussi à 500 $. Donc, vous allez vendre les deux biens à 1000 $, donc pour deux clients. Parce que vous voulez gagner l'autre client, vous allez baisser tout le prix. Donc, vous perdez aussi sur l'autre client. Et donc, finalement, vous ne gagnez pas, le revenu marginal n'est pas exactement le prix. Parce que vous ne le vendez pas à l'ancien prix qui est de 1000 $ par produit. Parce que vous avez diminué le prix, donc le revenu marginal serait vraiment plus petit. OK. Certes, vous gagnez un tout petit peu, mais vous perdez aussi donc, sur l'autre ancien client. La quatrième question. Supposez que l'entreprise facture actuellement 200 $ pour ses diamants. S'il abaisse le prix à 100 $, quelle est l'ampleur de l'effet prix? Quelle est l'ampleur de l'effet quantité? Donc, si le prix est de 200 $, l'entreprise vend alors à Raquel, Jackie et Joanne. S'il abaisse le prix à 100 $, il vendra également le diamant à Mia. Donc, l'entreprise, l'effet prix est que l'entreprise perd 100 $. Le montant par lequel il a baissé le prix, chacun de 100 $ chacun de la vente à Raquel, à Jackie et à Joanne, c'est-à-dire 300 $ au total qu'elle va perdre sur ses trois anciens clients. Et puis, pour récupérer 100 $ auprès donc, de Mia, donc c'est comme une perte totale de 200 $. OK? Donc, l'effet quantité fait que le prix il va augmenter de 100 $, mais à cause de l'effet prix, il va perdre 200 $. Il va perdre 300 $, pardon. Il perd 300 $ parce qu'il va baisser 100 $ sur tous ces trois. Il va donner 100 $ parce qu'il va gagner un nouveau client. Mais à quoi bon? Alors, ajoutez la courbe des coûts marginaux à votre diagramme à partir de la question 1 et déterminez la quantité qui maximise le profit de l'entreprise et le prix que l'entreprise facturera. Donc, la courbe de coût marginal est constante à 100 $, comme le montre le diagramme. Donc, le revenu marginal est égal au coût marginal pour une quantité de 2 diamants. Donc, l'entreprise vendra 2 diamants au prix de 300 $. Le coût marginal et le revenu marginal. Donc, à partir du moment où votre coût marginal commence par être plus élevé que le revenu marginal, écoutez, ce n'est pas la peine. Si vous commencez à dépenser plus pour produire un bien, pour le vendre moins cher, ce n'est pas la peine. Donc, vous allez vous arrêter à partir du moment où le revenu marginal commence par être plus petit que le coût marginal. OK? Donc, c'est deux. Où est ça? Deux quantités. Voilà, c'est ça. Deux quantités. Et les deux quantités sont vendues à quel prix? 300 $. C'est ça. C'est la dernière question. Alors, on va regarder les 6-4. Donc, c'est ici de la concurrence monopolistique entre Perrier et Evian. OK. J'espère que vous l'avez regardé un peu avant. D'accord, allons-y. On dit en France, le marché de l'eau en bouteille est contrôlé par deux grandes entreprises, Perrier et Evian. Chaque entreprise a un coût fixe de 1 million d'euros et un coût marginal constant de 2 € par litre d'eau en bouteille. Le tableau suivant donne la liste de la demande d'eau en bouteille en France. Donc, c'est sur le marché, ça.
Donc, c'est pour les deux entreprises. Cette demande, ce n'est pas pour chaque entreprise, mais c'est pour les deux entreprises. Donc, ça, c'est 1 million, hein, je pense, 1 million donc, de bouteilles. Oh non, je n'ai pas changé ça depuis. Hein. C'est quantité de bouteilles produites, 1 million. Et prix donc de la bouteille d'eau. 1 euro, ok. Alors, supposez que les deux entreprises forment un cartel et agissent en tant que monopole. Donc là, supposez qu'ils font fusion, donc dans le cas d'un monopole. Calculez le revenu marginal de l'entente et quels seront le prix et la production du monopole en supposant que les entreprises répartissent la production de manière égale, quelle quantité chacune produira et quels seront les bénéfices de chaque entreprise. Donc là, je fais un petit tableau dans lequel en fait je remets donc la quantité de bouteilles, le revenu total et le revenu marginal. Donc comment on le fait rapidement? Ça, on l'avait déjà. Donc pour avoir le revenu total, on multiplie ça par ça, ça par ça, ça par ça. On fait de la multiplication. Donc ça, c'est en dollars et puis ça, c'est en quantité en millions. Donc ça fait 9 millions d'euros, 16 millions d'euros, 21 millions d'euros, 24 millions d'euros et ainsi de suite. Donc ça, c'est le revenu total. Donc pour avoir le revenu marginal, on sait comment le faire. Donc d'ici à là, on voit juste comment le revenu a augmenté. Donc de 0 à 9, c'était de 9 millions, de 9 à 16. Le revenu a augmenté vraiment donc de 7 millions divisé par 2 moins 1, donc divisé par 1, ça fait 7. De 16 à 21, ça a augmenté de 5 divisé par 1, donc la quantité donc divisé par 1 million, donc ça fait 5. Okay, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a le revenu marginal. Une fois qu'on a le revenu marginal, on peut maintenant donc décider, ok, à partir du moment où quelle est la production maximale. Donc le tableau suivant calcule le revenu total et le revenu marginal pour le cartel. Donc l'entente maximise son profit en produisant chaque fois qu'un revenu marginal est supérieur au coût marginal. Donc à chaque fois que le revenu marginal dépasse le coût marginal, vous êtes incité à produire. Et le coût marginal est de 2 euros. Donc autrement dit, à partir d'ici, oui, on peut produire ici, mais à partir d'ici, on voit que le revenu marginal est plus petit que 2 euros. Donc, ce n'est pas la peine de dépenser 2 euros pour aller vendre, pour gagner quelque chose de 1 euro, bien moins euro, moins 3 euros. OK? Donc là, il va s'arrêter vraiment à 6, à cette ligne-là, qui correspond donc à un prix de 6 $, et pour produire vraiment 4 millions de bouteilles d'eau. OK? Donc, autrement dit, l'entente produit une quantité de 4 millions de litres et les vend au prix de 6 euros le litre. Si les entreprises se divisent la production à part égale, chacune produit donc 2 millions de bouteilles, donc il va lui revenir donc à 12 millions de recettes totales, donc moins le coût fixe de 1 million d'euros, donc il va lui rester 11 millions, moins maintenant le coût variable. Donc, on sait qu'il y a un coût marginal de 2 euros par bouteille. 2 euros fois 2 millions, ça fait 4 millions. Donc, 11 millions moins 4 millions, ça fait 7 millions donc, de bénéfices total pour chaque entreprise. D'accord? Donc, 7 millions de bénéfices total pour chaque entreprise. Maintenant, pour la question 2, on suppose que maintenant Perrier décide d'augmenter sa production d'1 million de litres et bien ne change pas sa production. Quels seront le nouveau prix et la quantité de produits sur le marché? Quel est le bénéfice de Perrier? Quel est le profit d'Evian? Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que si Perrier décide d'augmenter sa production donc de 1 million, sachant que chacun produisait 2 millions, 2 millions, donc s'il lui décide de produire encore 1 million de plus, ça va faire au total 5 millions de bouteilles sur le marché, ici. Donc, le prix va baisser aussi pour aller à 5 $. Si le prix va à 5 $, ce qui va se passer, c'est que non, 5 euros, excusez-moi. 5 euros.
Et Perrier produit maintenant 3 millions de bouteilles. Donc, 3 millions fois 5 dollars, donc 5 euros, pardon. Ça va lui faire 15 millions de recettes totales, moins les 1 million de coûts et moins donc les 6 millions de coûts marginaux et de coûts variables. Ça, c'est les 1 million de coûts fixes. Et puis, 3 millions de bouteilles fois 2 euros qui constituent le coût marginal. Donc, chaque coût fois la quantité totale. Donc, il va lui faire un profit total de 8 millions d'euros. Okay? Au lieu de 7 millions d'euros précédemment chacune. Maintenant, le Evian, ce qui va se passer avec Evian, c'est que Evian va rester avec 2 millions de production de bouteilles, mais avec un prix de 5 euros. Et si vous calculez tout, vous allez voir que son bénéfice sera donc de 5 millions d'euros. Donc, on voit bien que il y a un d'entre les deux qui va être incité à trahir l'autre en produisant plus pour gagner plus et l'autre va gagner moins. Mais si vous anticipez que l'autre peut aussi produire plus et vous pourrez être dans des difficultés, vous aussi, vous allez vouloir peut-être être celui qui va produire plus. Mais il faut faire attention. La question 3. Excusez-moi, quelques instants. Alors, donc la question 3 qui nous dit, et si Perrier augmente sa production de 3 millions de litres, Evian ne change pas sa production, quelle serait sa production et ses bénéfices par rapport à ceux de la question 2? OK? Donc ici, Perrier augmente sa production de 1 million de litres. Ici, Perrier augmente sa production de 3 millions. Donc maintenant, il va produire 5 millions de bouteilles à lui seul, plus les 2 millions donc, de Evian, ça fait 7 millions de bouteilles. Pour 7 millions de bouteilles, donc le prix va être vraiment de 3 euros. Si le prix est de 3 euros, ce qui va se passer, c'est que ça va lui faire un bénéfice donc, de 5 millions fois 3 euros, moins 1 million de coûts fixes, moins 5 millions fois 2 euros de coûts variables, et ça lui fait un bénéfice de 4 millions. Ben, c'est moindre que la question 2 où ça lui fait 8 millions. OK. Donc, ce profit est inférieur à celui de la question 2. Cela implique que, bien que Perrier soit incité à augmenter quelque peu sa production, il n'est pas incité à augmenter la production fortement. OK? Alors, la leçon, le moral qu'on veut tirer, c'est que vous disent vos résultats sur la probabilité de tricher dans de tels accords. Bien, étant donné que chaque entreprise peut augmenter considérablement sa bénéfice en augmentant sa production, bien, la probabilité de tricher est élevée. Donc, il faut bien une entente vraiment signée de manière juridique, de sorte que si quelqu'un fait autrement, il puisse avoir donc une amende ou bien des répercussions. OK. Sinon, les gens seraient incités à augmenter leur production pour gagner quand même un surplus et l'autre serait vraiment défavorisé s'il ne fait pas autre pareillement. Le dernier exercice. Donc, c'est vraiment des questions de vérification, si on a compris vraiment la notion donc, de concurrence pure et parfaite, concurrence monopolistique et tout le reste. Donc, on nous dit à long terme, il n'y a pas de différence entre la concurrence monopolistique et la concurrence pure et parfaite. Discuter si cette affirmation est vraie, fausse ou ambiguë pour les variables suivantes. Le prix facturé au consommateur, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre la concurrence monopolistique et la concurrence pure et parfaite pour le prix facturé au consommateur. Est-ce que en concurrence pure et parfaite et la concurrence monopolistique, le prix facturé au consommateur est le même? C'est faux. Donc, selon ce critère, la déclaration est fausse. Le prix facturé au consommateur est plus élevé en concurrence monopolistique qu'en concurrence pure et parfaite. Parce qu'en concurrence pure et parfaite, le prix va être totalement égal au coût marginal. Bien, oui, c'est ça. Alors que en concurrence monopolistique, le prix est supérieur au coût marginal. C'est-à-dire qu'on décide un peu.
Donc, c'est dans une entente. OK. Donc, toutes les entreprises dans un marché parfaitement concurrentiel facturent à un prix égal au coût marginal et égal au coût total moyen. Le point le plus bas sur la courbe de coût total moyen. Alors que l'entreprise représentative dans une industrie monopolistiquement concurrentielle facturera un prix qui est supérieur au coût marginal et supérieur au ou égal au coût total minimum. OK. Donc, la deuxième question, est-ce que pour le coût total moyen de production aussi? Bon, bien entendu, si ce n'est pas vrai pour le prix, bon, ce n'est pas vrai pour le coût total moyen non plus. Donc, selon ce critère, la déclaration est fausse. Le coût total moyen des producteurs est plus élevé pour une entreprise qui est monopolistiquement compétitive que pour une entreprise en concurrence pure et parfaite. En tout cas, en concurrence pure et parfaite, on fait le mieux possible. On fait le mieux possible. Le mieux possible, c'est en concurrence pure et parfaite. Donc, le coût en concurrence pure et parfaite est toujours le plus faible. Donc, pour une entreprise parfaitement compétitive à long terme, il n'y a aucun moyen d'abaisser donc le coût total moyen de production. Okay? Il produit au minimum du coût total moyen. C'est-à-dire il produit vraiment au minimum. En tout cas, en concurrence plus forte, on produit au minimum. Alors qu'en concurrence monopolistique, on ne produit pas au coût minimum. S'ils devaient produire plus, ils pouvaient réduire leur coût total moyen, mais cela entraînait une réduction du profit ou de perte en concurrence monopolistique. En concurrence monopolistique, on peut encore produire plus, mais on ne le fait pas parce que on ne veut pas atteindre le coût minimum, on veut garder un surplus, un bénéfice. Okay? L'efficacité du résultat du marché, bon, ça dépend. Donc, selon ce critère, la déclaration est ambiguë. Le résultat du marché en concurrence pure et parfaite est clairement efficace, ça c'est sûr. Le prix est égal au coût marginal. L'entreprise veut produire plus de production à un prix auquel les consommateurs veulent acheter, donc plus de production. Autrement dit, il n'y a aucun commerce mutuellement avantageux entre les consommateurs et les producteurs ne reste inexploité. Les entreprises veulent produire plus, les consommateurs aussi veulent acheter plus parce que le prix est le plus bas. Et de l'autre côté, pour les entreprises, le coût est le plus bas possible. Donc, tout le monde veut quand même acheter beaucoup plus et produire plus. Donc, tout marche bien. Et l'efficacité de la concurrence monopolistique est cependant ambiguë. Dans le résultat du marché, le prix dépasse le coût marginal. Okay? Le prix qui est facturé dépasse le coût marginal. Et il y a donc des transactions efficaces qui restent inexploitées dans ce cas. C'est-à-dire qu'on pourrait produire plus, mais on ne le fait pas. De même aussi pour les consommateurs, on aurait pu acheter plus, mais on nous vend plus cher. On ne pourra pas acheter plus. Cependant, il y a un avantage. L'avantage de la concurrence monopolistique, c'est que les biens ne sont pas exactement la même chose. Donc, les voitures peuvent vraiment sembler être identiques, mais elles ne sont pas exactement la même chose. Contrairement à la concurrence pure et parfaite où tous les produits sont identiques. Alors que la concurrence monopolistique, c'est que les biens sont un tout petit peu différenciés. Donc, on dit, mais les consommateurs bénéficient également d'une variété de produits qu'offre la concurrence monopolistique, ce qui n'est pas le cas sous une concurrence parfaite. Il est donc ambigu que le consommateur soit meilleur ou pire quand une industrie est monopolistiquement compétitive ou bien est parfaitement compétitive. Okay? Donc, il y a des avantages et puis des inconvénients dans l'un ou dans l'autre. Maintenant, si c'est dans l'avantage est lié vraiment à la quantité produite, ben, la concurrence pure et parfaite est meilleure. Mais si l'avantage est lié vraiment à l'utilité qu'on retire vraiment de la diversité, ben, la concurrence monopolistique est aussi meilleure dans ce sens-là. Et le bénéfice typique de l'entreprise à long terme, bon, à long terme, ouais, le bénéfice typique va être comme à zéro. Donc, des entreprises parfaitement compétitives et les entreprises monopolistiquement compétitives ne réalisent aucun profit à long terme. L'entrée ou la sortie de l'industrie élimine tous les bénéfices. À cet égard, une concurrence parfaite et une concurrence monopolistique sont similaires parce qu'à long terme, enfin, ça c'est à long terme, hein, parce qu'à long terme, bon, ça va finir par engendrer un revenu nul, quoi. OK. Donc, voilà, arrivé à la fin donc, de la présentation d'aujourd'hui. Bon, malheureusement ou bien heureusement que vous n'êtes pas là pour me poser des questions, donc je ne pourrai pas répondre. Donc, on va se dire à la semaine prochaine. Je vais vous envoyer la fiche donc, pour la semaine prochaine, d'ici demain. OK. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Shalom, shalom.
Désolé, je suis habitué avec Shalom. Salut, bonne soirée chez vous. C'est bon? C'est bon, Zeynep?